Tout de suite, les grandes lignes. Attendu dans la quinzaine du mois en cours, Dame la pluie tient apparemment au respect de son programme. Si l'on se réfère du mois ce samedi matin où il a plu dans la capitale, et déjà certains quartiers de Kinshasa où l'on retrouve des terrains non lotis peuvent être inquiétés, à l'exemple ici du quartier du Metz dans la commune de Mongafula. Et puis cette arrestation de 7 rebelles dans le territoire de Massissi, tous des ex du mouvement déchu du M23 qui sont accusés d'avoir concocté des plans visant à déstabiliser les institutions de la RDC. Ils ont été présentés ce samedi à Goma à l'autorité provinciale Julien Ampaloukou. Et puis en éducation, nous sommes à moins d'un mois de la rentrée scolaire et déjà le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel vient de lancer ce samedi la campagne nationale d'inscription de tous les enfants à l'école, campagne visant à inscrire 2 millions d'enfants âgés de 6 à 7 ans. L'essentiel de l'actualité, c'est tout de suite. Merci à vous de nous rejoindre. C'est donc le 8 septembre prochain que les élèves vont reprendre le chemin de l'école sur toute l'étendue de la République. Et pour cette année scolaire 2014-2015, le gouvernement congolais, par l'entremise bien sûr du ministère de tutelle, tient à avoir un plus grand nombre d'enfants déjà à l'âge scolaire inscrits à l'école, d'où le lancement ce samedi de cette campagne dont le coup d'envoi a été donné par le ministre Maker Mwangou. 2 millions d'enfants âgés de 6 à 7 ans doivent être inscrits et maintenus à l'école pour l'année scolaire 2014-2015. Une campagne vient pour ce faire d'être lancée par le gouvernement en partenariat avec l'UNICEF sur toute l'étendue de la RDC. Et dans le souci d'augmenter l'accès des enfants à l'école, le gouvernement congolais s'investit dans la construction de 1000 écoles d'ici la fin de cette année. Tous les enfants de tous les milieux d'origine constituent les gaz de l'avenir de la République démocratique du Congo, appelé à devenir un pays émergent dans les concerts des nations. Voilà pourquoi son Excellence Joseph Kabila Kabange, président de la République, chef de l'État, a fait de l'éducation la priorité des priorités. Pour la représentante adjointe de l'UNICEF en RDC, l'objectif de l'UNICEF est de maintenir la tradition qui vise une scolarisation universelle en RDC. La campagne 2014-2015 est importante puisqu'elle se tient aussi lors de l'année de l'échéance des objectifs de millénaire de développement et notamment l'objectif numéro 2. Et je sais que le gouvernement du Congo va aller présenter ses résultats et cette bonne pratique en RDC à New York au mois de septembre. Cette échéance invite donc à tous de redoubler nos efforts pour atteindre tous les enfants, adolescents et enfants de 5 à 17 ans qui sont parfois hors du système éducatif. Il faut dire que l'expérience de porte-à-porte, ménage par ménage, dont le succès n'est plus à démontrer lors des campagnes de vaccination, sera également mise en œuvre pour la réussite de la dite campagne. Et toujours avec la jeunesse, cette fois avec les jeunes du cadre de récupération pour l'encadrement et l'épanouissement intégral des jeunes qui ont été sensibilisés sur certaines questions liées à la justice nationale et internationale, mais aussi aux questions liées au civisme patriotique, des échanges qui se sont tenus au siège de la représentation de la CPI en RDC. Je propose à ce sujet de suivre ici tour à tour le chargé de sensibilisation de la CPI RDC et l'administratrice nationale de Crèche. C'est une rencontre de plus pour montrer, exprimer les raisons pour lesquelles il y a lieu de soutenir le travail de la Cour, s'approprier la justice de la Cour pénale internationale. Et là, nous avons fait cette activité avec des jeunes, en collaboration donc avec CREJ, qui est une ASBL des jeunes, pour que des jeunes comprennent également dans le civisme que CREJ défend qu'on ne peut pas parler de civisme sans parler des questions de justice. Nous, on accorde aussi une importance capitale aux informations qui cadrent avec la justice, tant sur le plan national que sur le plan international, parce que l'objectif de la Cour pénale internationale étant d'accompagner les États partis dans l'établissement de la justice et de la paix en luttant contre les crimes contre l'humanité, les crimes d'agression, les génocides et consorts. Nous voulions que les jeunes dont nous encadrons et qui sont considérés comme les cadres de demain puissent être sensibilisés, puissent être informés sur le déroulement de la Cour pénale internationale.
D'autres jeunes qui ont eux aussi été sensibilisés sur leur implication dans la société avec cette activité organisée par l'Association du bien-être familial Naissance Désirable, rencontre organisée au siège du PNMLS à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse célébrée le 12 août. Reportage. C'est dans le souci de booster l'éveil et la prise de conscience des jeunes Congolais sur le rôle à jouer dans la société que l'Association du bien-être familial Naissance Désirable a organisé au siège du programme national multisectoriel de lutte contre le sida une matinée de réflexion en marge de la Journée internationale de la jeunesse célébrée le 12 août chaque année. Thème choisi, investir dans la jeunesse. C'est la conscientisation de la jeunesse, leur demander plus d'engagement que ce qu'ils ont eu avant. On ne veut pas avoir une jeunesse attentiste, on veut avoir une jeunesse engagée dans tout ce qui se fait, une jeunesse engagée dans ses études, une jeunesse engagée dans sa vie sociale, une jeunesse engagée dans sa vie de tous les jours, en choisissant comportement et en évitant les pratiques qui sont à très très haut risque. Au cours de cette rencontre, un message interpellateur a été lancé et qui paraît bien pris en compte par les plus avertis. J'ai été très contente et trop émue, mais nous devions au fait pas nous arrêter seulement aujourd'hui ou nous arrêter à cette dite conférence, mais nous devons commencer à multiplier plus des efforts pour qu'il y ait beaucoup plus de débats, beaucoup plus de conférences, pour que les jeunes s'expriment. L'occasion était également pour l'ABF-ND d'honorer ses anciens présidents en leur offrant des vélos synonymes de leur contribution à la refondation de l'idéal de cette association. Même vous. Nous allons changer de registre. Je vous l'ai annoncé à l'ouverture de cette édition d'actualité. Nous sommes en plein début de la saison des pluies et certains quartiers où l'on retrouve des terrains non lotis peuvent déjà se grincer les dents. Nos reporters ont fait une descente au quartier du Metz, situé dans la commune de Mongafula, où ils ont trouvé sur place des terrains non lotis où sont érigées des constructions anarchiques. Et visiblement, ces derniers semblent ne pas être inquiétés ni par les autorités de la ville, ni par les conditions météorologiques pouvant mettre en péril ces constructions. C'est presque une alerte. Cette pluie qui a surpris Kinshasa ce samedi dans la matinée, sans être trop en furie, mais suffisante pour effacer le dessèchement. Pluie qui a surpris Kinshasa ce samedi dans la matinée, sans être trop en furie, mais suffisante pour effacer le dessèchement. Ce n'est pas encore la saison pluvieuse, la période que redoutent ceux qui occupent des terrains accidentés et terrains non lotis, car non viables pour les services publics. Et comme dans plusieurs autres coins de la capitale, ici à Dumez, ces constructions ne sont pas des montagnes d'un tournage de film. Bien au contraire, ce sont bel et bien des habitations pour des Kinois décidés à ne plus être locataires. Si nous voyons des gens construire de cette manière, c'est parce qu'ils ont perdu leur portion de terre suite à l'érosion qui a tout ravagé. Ils sont revenus ici par manque de lieux d'habitation. Depuis la commune, la population a 15 ans. J'ai fait 15 ans depuis que je suis ici et j'ai même planté le manguier et le palmier. L'eau ne nous dérange pas souvent, mais pendant la saison des pluies, nous érigeons des puits pour contenir toutes les eaux. Et comme un dictateur ôte au peuple la capacité de réfléchir, l'obstination doublée d'entêtement, on dirait opiniâtre, fait oublier tout danger. Pour le moment, basé en protection, mon côté. Ils n'ont aucune protection parce que pendant la saison des pluies, ils n'ont pas de puits pouvant contenir toutes les eaux. C'est ce qui nous pose comme problème. C'est aussi un grand danger pour la route principale. On a protection à ma casse. Tandis que qui vend ces terrains? Ce ne sont pas des lieux favorables pour habitation. Ici, le problème peut surgir à tout moment. Il y a des problèmes qui peuvent subvenir parce que s'il y a au moment de la saison de la pluie, il y aura peut-être beaucoup de dégâts qui vont se commettre à partir d'ici. Vous voyez que les gens ont mal très construit quand même. Vous voyez un peu l'état de la construction. Voilà, vraiment, c'est trop banal. Et le service de l'habitat, qui est le service compétent, doit prendre ses responsabilités vis-à-vis de la population.
Sont-ils des extraterrestres? Ce sont pourtant des hommes normaux poussés par une volonté de se doter à tout prix d'un toit pour les uns et pour d'autres la résignation tout simplement dans l'incapacité de s'imaginer un jour faire face normalement aux charges de locataires. Le Fonds mondial pour la nature vient de totaliser 10 ans d'existence en République démocratique du Congo et pour la célébration, l'EVF a donc partagé un dîner au Cercle français avec ses partenaires. Cette structure travaille pour la conservation de la nature, la gestion des écosystèmes forestiers, la protection de la biodiversité et autres secteurs de l'environnement. Et pour atteindre son objectif, il a donc implanté plusieurs projets à travers le pays. Reportage signé Bibi Chungo. 10 ans d'existence, 10 ans d'expérience, 10 ans de services rendus à la nation congolaise. Le Fonds mondial pour la nature, pour la gestion durable des écosystèmes forestiers, pour la conservation de la nature et la protection de la biodiversité, a franchi l'étape de grande enfance. Et pour ce 10e anniversaire, VVF a choisi un dîner au Cercle français avec ses différents partenaires qui l'ont toujours soutenu. Une décennie, c'est pas peu, d'où cette esquisse sur l'évaluation de ces différentes réalisations. Nous avons commencé avec une petite équipe technique d'une dizaine de personnes et la gestion de quelques projets qui ont marqué l'implication de VVF en RDC. Particulièrement, je pense au projet CAPP portant sur la mise en œuvre de l'approche landscape dans les paysages de la Salonga et du lac Kunda, qui portait alors essentiellement sur l'exploration et la caractérisation de ces riches socio-écosystèmes encore très mal connus. Notre implication dans l'Est, dans les paysages des Virunga et de la Maipo Kauzibiega, allait être formalisée plus tard avec un processus d'unification des programmes du VVF en RDC. Plusieurs projets réunis dans 8 programmes, 4 géographiques et 4 thématiques permettent de créer des synergies entre les activités locales et les activités des sites prioritaires. Avec WWF, M. Perrodo a circonscrit les cadres de collaboration. Nous avons suffisamment cheminé pendant des années pour renforcer l'amélioration de la gouvernance forestière. Avec WWF, nous avons pu réaliser un zonage indicatif sur les terres forestières dans les paysages. Un parcours d'Hercule reconnu aussi par le gouvernement congolais qui chemine avec ce partenaire de taille en vue de relever le défi d'asseoir la puissance environnementale. Cette célébration a coïncidé avec le départ du directeur du VVF RDC, Raymond Lumbwenano, qui restait personne ressource après avoir enrichi son expérience durant son mandat. Le temps que j'ai passé avec vous m'a beaucoup appris, Le gouvernement m'a appris beaucoup de choses, les partenaires m'en ont appris d'autres, mes collègues, mes amis des WCS, mes amis des AWF, mes amis des CIA, et ceux de la société civile congolaise qui travaillent dans l'environnement, tous ont apporté leur pierre à l'édifice. Coïncidence heureuse avec la promulgation toute récente du décret fixant les modalités d'attribution des concessions forestières aux communautés locales. Autre chose à présent, l'aménagement de la nationale numéro 1 se poursuit en République démocratique du Congo et après le lancement des travaux de modernisation du segment Bachamba-Luange, une équipe de la BAD vient d'effectuer une mission d'évaluation sur la route Chikapa-Kamwesha et la restitution a été faite au ministre de tutelle Fridolin Kassechi Musoka. Cet échange est une restitution de la mission d'évaluation effectuée par les experts de la Banque africaine de développement en compagnie de la cellule infrastructure, organe technique du ministère en charge des ITPR et l'Office des routes. Il était question de mener des études pour l'aménagement de la route Chikapa-Mbujimai sur la nationale numéro 1, section Chikapa-Kamwesha. Cette descente sur terrain a permis aux experts de la BAD de déterminer la faisabilité de ce projet qui permettra également de réhabiliter les infrastructures de base, notamment les pistes rurales. Une fierté pour le ministre de tutelle, Fridolin Kassechi Musoka. Après qu'on ait suivi attentivement la mission qui a effectué cette restitution, nous avons retenu des éléments essentiels. C'est que c'est une route d'intégration nationale qui permettra une meilleure cohésion nationale
et un brassage entre cultures, et donc plus d'innovation et plus d'harmonie. Cette route, pour être prise en charge, doit pouvoir avoir tout au long des zones qu'elle traverse des activités productives. La production, c'est essentiellement l'agriculture dans notre pays. L'agriculture est mieux desservie quand la route est en bon état. Voilà qui explique la présence de Jean Chrysostome Vahamouiti, ministre en charge de l'agriculture, à cet échange. Nous avons eu une bonne discussion avec les experts de la Banque africaine de développement venus de Tunis et avec leur bureau national sur un nouveau projet d'infrastructure intégré à la relance de l'agriculture. Et c'est la spécificité de ce projet-là, donc de Chikapa à Kamwesha, sur 87 km. Les experts de la BAD qui ont participé à la mission présenteront le projet d'aménagement de la route Chikapa-Mbujimayi, section Chikapa-Kamwesha, au conseil d'administration de cette institution financière africaine pour approbation. Et c'est pour un montant global de 6 millions de dollars américains que sera réhabilité très prochainement l'hôtel Congo Palace situé dans la ville de Kisangani en province orientale. Le coup d'envoi de réhabilitation de cet édifice a été donné sur place par le ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale en compagnie de la directrice générale de l'INSS qui a en charge la responsabilité du dit hôtel. Les moments de trouble qu'a connu la ville de Kisangani ne sont pas passés sans conséquences, notamment avec la destruction de l'hôtel Congo Palace. Et c'est donc pour rebâtir sur ces anciennes ruines que l'Institut national de sécurité sociale a lancé le 12 août le début des travaux de réhabilitation de cet édifice en présence du gouverneur de la province orientale, Jean-Bamanissa Saïdi, et des autorités provinciales. Le numéro 1 de l'INSS, Agnès Mouadnawesh Katang, justifie ici cette démarche. Certains d'entre nous se demandent pourquoi la réhabilitation de l'immeuble serait-elle accompagnée d'un si grand faste, au point de mobiliser aussi bien le ministre du gouvernement central, ceux du gouvernement provincial, qu'un nombre si impressionnant de personnalités aussi de l'État. Ceci se justifie simplement par la combinaison de considérations historiques, économiques et politiques. En effet, l'on se souviendra que depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, la ville de Kisangani a toujours été le martyr qui a souffert des affres de différentes guerres qui ont détruit à la fois le tissu économique et la province, ainsi que ses infrastructures hôtelières dont Congo Palace était fleuron qui faisait sa fierté. Ces travaux s'exécuteront grâce au protocole d'accord signé entre l'INSS et la société chinoise Zegui Technique Coopération. Après nos travaux de réhabilitation, on aura un tout nouvel hôtel qui se caractérisera par le modèle et le luxe de 5 étoiles. Concernant la présentation des données techniques, nous vous invitons à la visite prévue plus tard. La coopération entre les deux parties connaîtra également l'appui du ministère du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, déterminé à accompagner la réhabilitation de ce chef-d'œuvre. Ce qui justifie la présence du ministre de tutelle sur les lieux. Grâce à la bonne gouvernance de l'équipe dirigeante actuelle de l'INSS, sous notre impulsion, aujourd'hui l'INSS est debout. L'INSS honore ses engagements vis-à-vis des prestataires sociaux. Et en peu de temps, on a réussi à doubler les pensions de retraite de la catégorie inférieure. Le coût des travaux est estimé à plus de 6 millions de dollars américains et s'inscrit dans le cadre de la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État.
Et nous allons parler sécurité en province, précisément dans le Nord Kivu, où un groupe de 7 rebelles composés, tous des ex-AM23 et dirigés par un capitaine qui serait de l'armée rwandaise, ont été arrêtés dans le territoire de Massissi. Ils ont été présentés ce samedi dans la matinée à Goma à l'autorité provinciale Julien Paluku. Ces derniers sont soupçonnés d'avoir concocté des plans visant à déstabiliser les institutions de la RDC. Sur place à Goma, notre permanent dans la région, Patrick Seloua. Capturés dans le Massissi, ces 7 rebelles dirigés par un capitaine de l'armée rwandaise. Mais ces gars pas si innocents avaient pour mission de baliser le terrain avant l'arrivée d'autres commandos de l'ex-M23, réfugiés au Rwanda et en Ouganda. Mais pour le gouverneur Julien Paluku Kahongya du Nord Kivu, jamais quiconque ne déstabilisera plus sa province. Et je salue la complicité actuelle entre la population, les services de sécurité, nos forces armées et la police. C'est grâce à cette complicité qu'on a pu mettre la main sur ces bandits que vous venez de voir. Il y a des gardes de corps, des anciens éléments du M23. Il y a des gens qui ont été formés dans l'armée rwandaise, notamment celui-là, Gapassi. Il a été formé dans l'armée rwandaise. Il a un rang de capitaine dans cette armée rwandaise et il s'est retrouvé dans les Massissi avec des armes. Je profite de ce moment ici pour appeler toute la population du Nord Kivu à demeurer solidaire, qu'ensemble avec les forces armées, nous ne puissions plus jamais laisser passer un seul élément dont l'objectif et de devoir s'aimer encore une fois désolation et mort dans notre province. Le message du gouverneur Julien Paluku Kahongya est plus que clair à certains pays de la région des Grands Lacs qui ne comptent que déstabiliser le pays de Lumumba. Garde à ceux qui pensent encore qu'ils peuvent faire de l'aventure au Nord Kivu. Les forces armées sont aguerries. Le fait d'avoir été humiliés plusieurs fois, cela a permis à nos forces armées de se décider pour la dernière fois et dire plus jamais l'humiliation. Vous l'avez vécu avec les M23, vous le vivez aujourd'hui avec les rebelles EDF Nalou. Donc c'est dire qu'un petit mouvement rebelle qui va naître à gauche et à droite sera neutralisé à la minute où on sera informé qu'elle est en train de naître. C'est ça le message que je dois transmettre à toute la population du Nord Kivu et à tous ceux qui m'attendent, qu'ils soient dans la région des Grands Lacs ou ailleurs. Visiblement affaibli car atteint par balle lors de son arrestation, le capitaine Gapas affirme que le pays de Paul Kagame prépare une autre rébellion à partir de son sol pour réattaquer le Nord Kivu selon ses propres termes et sa bande constituait une équipe d'avance de cette rébellion. Depuis Goma, Mumbere Patrick Sialouha pour Biwan. 4 à 5 000 tonnes de café produits en Ituri sont frauduleusement exportés au profit de l'Ouganda chaque année. C'est ce qui ressort d'une étude présentée ce samedi à Bunia par un groupe d'experts soutenu par l'ONG belge VECO Congo. L'un de ces experts interrogé par notre correspondant sur place estime pour sa part que la RDC ne bénéficie que de moins de 100 tonnes de production de café de l'Ituri. Justin Joël, Bill Maraki pour la correspondance. Dans un communiqué de presse rendu public ce vendredi 15 août, l'ICIDOP conteste et dénonce en même temps la complicité de certains agents de carrière publique dans la pêche illicite sur le lac Édouard. Il cite certains éléments FARDC, certains agents de l'Agence nationale des renseignements, ainsi que d'autres agents du service de l'agriculture, pêche et élevage basés dans les zones riveraines du lac se trouvant dans les territoires de Lubero et Rutshuru. En outre, cette ONG qui lutte pour la protection de l'environnement affirme qu'on a même affaire à des récidivistes qui ne font que détruire la nature en toute impunité. Elle cite nommément un certain Mouratoussi de la Grippel ainsi que M. Arma de l'ANR. Les CIDOP regrettent que ces deux hommes ainsi que tous leurs acolytes continuent à se promener impunément. Cette structure de défense des droits des écosystèmes exige au ministère provincial de l'agriculture, pêche et élevage de la province du Nord Kivu d'instruire les inspecteurs territoriaux à cesser d'envoyer les agents dépourvus de la qualité d'OPJ sur le lac. Elle demande également aux instances judiciaires de se saisir des dossiers des auteurs de la pêche illicite et de les sévir conformément à la loi. Enfin, les CIDOP invitent les populations riveraines du lac à cesser la pratique de la pêche dans des frayeurs et à respecter la législation en matière de pêche. Patrick Kitema, Butembo, Biwan. Et puis faites brève avant de poursuivre ce journal, Étienne Tshisekedi, numéro 1, donc le patron de l'Union pour la démocratie et le progrès social, a quitté Kinshasa ce matin dans la matinée à bord d'un avion médicalisé en direction de Bruxelles. Également, il faudrait savoir qu'il se fait accompagner de son épouse Marthe, l'un de ses enfants, mais également aussi un médecin. Il faudrait noter que depuis plusieurs mois, la santé de l'ex-candidat à la présidentielle qui souffre notamment de diabète depuis de longues années fait l'objet de certaines spéculations et de rumeurs alimentées par son absence sur la scène politique.
Il y a cette nouvelle de deuil, je vous l'ai annoncé hier à cette édition d'actualité, le corps de la révérende pasteur Prospérine Esther Kisimba Mwana Mikombe, exposé à la cathédrale du centenaire protestant après sa levée de la mort, a été mise en terre ce samedi à la nécropole entre ciel et terre. La veuve Kisimba était la mère du ministre honoraire Maj Kisimba Ngoy. Je vous propose ici dans cet élément de revivre cette levée du corps. Consternation, vive émotion lors de la levée du corps de la révérende pasteur Kisimba Prospérine Esther. Elle avait choisi la bonne part, servir le roi de rois, le Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel l'a rappelé auprès de lui le samedi 9 août. Son voyage ici sur terre a été plein. Du vivant de son époux, le bâtonnier Kisimba Ngoy, elle fut la compagne d'un soutien sûr, mère qui a su pourvoir à la nation des cadres dignes tels que le ministre honoraire Maj Kisimba Ngoy. Toute sa force, assurément, lui était renouvelée chaque matin en tant qu'épître vivante. La grande image qui ne s'éteindra jamais. La révérende pasteur Kisimba Mwamba Mikombe Prospérine Esther n'a pas lâché sa main de l'étendard divin. Dans les champs du Seigneur, pour prêtre les brebis, la mission évangélique de Jésus-Christ au Congo, où elle en a été la représentante légale, a été grandement bénie. Heureux ceux qui procurent la paix, comme au ciel, la terre lui aura aussi reconnu les qualités d'ambassadrice universelle de la paix. Et comme l'Apocalypse 14:13 le dit, les anges s'écrient de la révérende pasteur Kisimba Mwamba Mikombe Prospérine Esther, et j'ai entendu du ciel une voix qui disait « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans les seigneurs, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Et donc, à son âme, nous allons parler autre chose à présent avec ce camp biblique junior 2014 qui a bel et bien vécu à l'église La Borne. Ce site d'amusement, de jeux et de prière a permis aux enfants de s'occuper pendant cette période de vacances, mais surtout de louer le Seigneur. De bonnes vacances pour les écoliers et les élèves sont celles qui offrent des activités saines et des opportunités d'ouverture de culture générale. La vie elle-même étant une école à perpétuité, ces jeunes ont choisi de consacrer un peu de leur temps à la recherche de la véritable lumière du monde. Ils viennent de passer toute une semaine au camp biblique junior 2014 de l'église La Borne. Plus de doute pour eux, ce Dieu qui a institué la science pour que l'homme découvre les merveilles de toute la création. Je suis venu prier en cherchant la face de Dieu, en priant, en chantant et en dansant. J'aime les leçons, les dévotions matinales et le sport. Ces moments d'enseignement et de prière, une raison de fierté pour l'église La Borne de jouer pleinement son rôle dévolu, celui d'évangéliser le peuple de Dieu, surtout en cette période que d'aucuns qualifient de fin de temps. L'église a la responsabilité d'organiser cette activité pour comment aider les enfants à grandir dans la connaissance de la Bible, dans la connaissance de Christ et leur donner de l'instruction dont ils ont besoin pour se prendre en charge et se défendre dans ce monde où il y a plusieurs combats. Ce camp biblique junior 2014 aura vécu à l'église La Borne sous le signe de partage et de communion fraternelle, au-delà des simples retrouvailles chrétiennes. Fin de ce journal, bon week-end à tous. Partagez, discutez, suivez-nous grâce au fil Facebook officiel UAN Télévision.